Donc, on passe au vert ou rouge. Donc, c'est assez simple. Comme à l'habitude, je donne une affirmation, vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord et vous expliquez votre position. Commençons en parlant avec un peu de la finale de la Coupe Stanley. Donc, Brendan Montour qui est en finale présentement avec les Panthers. L'affirmation va comme suit. Brendan Montour, dont le contrat expire en juillet et qui devient joueur autonome sans compensation, signera une nouvelle entente supérieure à 7,5 millions par saison. Éloi? Ok, attends. Laisse-moi googler juste pour voir quel âge qu'il a. Ok, je vais juste voir. Il a 29 ans. Ok. Je vais aller avec rouge. Je pense que ça va être comme un 3-4 ans, mais genre autour de 7 millions. 7,5, c'est peut-être un petit peu trop, là, surtout en voyant les contrats qui sont signés ces temps-ci, mais je pense que les Panthers vont le garder, puis je pense que ça va être autour de 7 millions, puis il va prendre ça pour rester avec les Panthers, parce que ça va tellement bien pour lui dans ce système-là. Hugo? Je suis en train de regarder un peu comme Éloi en ce moment. Est-ce que tu peux revenir? Parce que j'ai un argument, mais je vais être toi de mes affaires avant. C'est bon, Pierre-Carl. Moi, je vais dire rouge aussi, mais je pense que ça sera pas bien en bas de 7,5. Un 7 millions, moi aussi, je serais bien à l'aise. Puis je pense qu'il va rester, si c'est possible, là, je ne connais pas tous les joueurs qui vont devenir agents libres ou l'espace qui est disponible pour les Panthers, mais je pense qu'il pourrait être de retour avec les Panthers l'année prochaine à 7 millions. Marc-Antoine? Ben là, je suis en train de faire des petits calculs, de voir, mettons, si on prend toutes ces années, puis mettons, on exclut les 2-3 premières. C'est un défenseur qui ne fait pas bien plus que 30 points par année. Le sommet, c'était 37 points, puis là, cette année, on a fait 73. Ça, c'est un classique d'ailleurs. Là. Je sais pas, je suis pas en train de dire que les joueurs se forcent parce qu'ils ont un contrat signé, mais je suis en train de dire que c'est pas rare que ça arrive, qu'il y a un joueur que ça moyenne. Tu sais, Nazem Kadri, c'est exactement ça. C'est un gars qui est autour de 60 points, il se tape un 93 points, même pas en 82 matchs. Fait que là, tu sais, bon, ben écoute, on va le signer à combien, ce joueur-là? 7,5, c'est une très bonne question. Il y a 29. Moi, je pense pas que ça va être 7,5. En tout cas, écoute, en même temps, ils se mettent dans le pétrin s'ils ne signent pas. Là. Fait que j'essaierai de le négocier. Et aussi, il ne faut pas oublier là, quand même, là, c'est une belle destination, la Floride, puis se sont rendus en finale. J'essaierai d'avoir une belle négociation, puis de dire, ben, t'accepterais-tu, mettons, je sais pas, moi, un 3 ans, 7,2, 7,25. Ah ouais, ok, ça fonctionne, tant mieux. Je pense que ça aurait du sens. Parce que c'est un défenseur quand même là, très mobile. Puis si on exclut le début de série où il n'y avait pas de points, là, où c'était plus difficile, ça reste que ça a été quand même le meilleur défenseur, là, même devant un Ekblad. Donc, moi, j'essaierais d'avoir une entente cordiale, là, puis une vraie négociation, puis que ce soit quelque chose autour de 7. 7, ça serait idéal. Là. Mais peut-être qu'il va être très gourmand et vouloir quelque chose comme 7,5, 7,8. Mais en tout cas, ouais. On revient à toi, Hugo. Yes. Donc, après avoir fait mes recherches, en fait, je trouve que pour Montour, c'est un peu une situation qui ressemble à celle de Mackenzie Weegar, dans le sens qu'ils ont le même âge. Ils ont eu un essor avec les Panthers. Ils ont une utilité importante pour l'équipe dans une run de série. C'est sûr que Weegar, lui, a fait partie d'une équipe des Panthers qui apprenait encore à gagner. Fait partie de l'échange de Tkachuk. Donc, maintenant, on ne contrôle pas trop notre sort. Mais avec les statistiques qu'on a sorties, avec l'importance qu'on a eue et l'impact qu'on a eu sur notre équipe, Weegar a signé un contrat à 6,2, je pense que c'est ça que j'ai bien vu. Oui, 6,25. Donc, selon moi, l'impact est un peu similaire. Peut-être que Montour, vu que la ride était un peu plus longue en séries éliminatoires et a été utilisé à toutes les sauces, peut toucher un plus grand salaire, mais ça va être définitivement en bas de 7,5. Donc, moi aussi, je vais dire rouge. Mais ça ne m'étonnerait pas, comme Marc l'a dit, que d'où son importance, on peut toucher peut-être un 6,8, 6,9, 7. Je vais aller avec rouge également. Je pense qu'on va être par contre très près du 7 millions, mais pour une plus longue durée. On n'ira pas trop haut, mais il va peut-être signer pour plus d'années avec les Panthers. Puis je regarde justement au niveau de leur contrat, on a quand même. On est bien positionné côté salarial du côté des Panthers malgré tout. Là. On a plusieurs joueurs à signer, mais il y a encore 35 millions de lousse pour cette année. Ekblad est signé à 7,5 millions, donc je ne pense pas qu'il va être égal à Ekblad en termes de salaire, même si, comme tu le disais, Marc-Antoine, cette saison, j'ai l'impression, était le vrai défenseur numéro 1 de l'équipe. Mais tout de même, je pense qu'on va plus y aller vers du 7 millions. Puis il a l'air très apprécié aussi en Floride là, au niveau du vestiaire de ce que j'ai vu des différentes entrevues durant la finale de la Coupe Stanley ou même durant tout le parcours éliminatoire. Donc, j'ai l'impression que son absence se ferait ressentir s'il signe ailleurs.
Donc, je pense que les Panthers vont tout faire pour le garder, mais on va s'entendre quand même à un prix un petit peu en deçà du 7 millions. Donc, deuxième affirmation, le repêchage de 2015 deviendra éventuellement le meilleur repêchage de l'histoire devant celui de 2003. Je vous nomme les joueurs des 2 éditions pour vous aider à vous faire une tête. Donc, en 2015, c'était McDavid, Eichel, Marner, Werenski, Meyer, Rantanen, Barzal, Connor, Chabot, Besser, Ao, Ince, Dunn, Chiarelli, Kaprizov, Terry. Donc ça vous donne une idée, c'est 2015. Quand on va en 2003, évidemment, Fleury, Stahl, Horton, Vanek, Sutter, Faneuf, Carter, Kostin, Brown, Parisé, Getzlav, Burns, Kessler, Richards, Perry, Bergeron, Pavelski et Byfuglien. S'entend, il y a beaucoup de joueurs au temps de la renommée dans ce qu'on a nommé qui vont y aller, en tout cas, au terme de leur carrière. Donc, Hugo, à toi de commencer. Le repêchage de 2015 deviendra meilleur que le repêchage de 2003. C'est drôle parce que je pense que on parle souvent de. En tout cas, dans les derniers temps, moi, j'ai entendu souvent le débat est-ce que 2015 va être meilleur que 2003 en termes de repêchage? C'est difficile à dire. On dirait que mon cœur d'enfant veut dire 2003 parce que j'ai commencé à écouter le hockey avec ces joueurs-là qui ont juste vieilli et mûri dans la ligue. Donc, j'aurais tendance à dire 2003, donc rouge. Par contre, le repêchage de 2015, faire sortir des joueurs qui, en ce moment, ont un impact tellement important dans leur équipe. Donc, c'est difficile à dire. J'irai avec 2003, par contre. Je pense qu'on a plusieurs capitaines qui sont sortis aussi de ce lot-là. Beaucoup de leadership. Tandis que il y a des joueurs qui ont été draftés en 2015 auxquels on apprend à connaître présentement. Pierre-Carl? C'est dur à dire parce que c'est sûr que les joueurs de 2015, il y en a qui ne sont pas encore rendus à leur apogée. Mais je vais dire, moi, je pense que j'allais avec 2015. Tu as Connor McDavid qui est électrisant, soir après soir. Donc, c'est difficile à battre, quoi qu'il y a eu des excellents joueurs aussi en 2003. Mais dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, je pense que j'irai avec 2015. C'est un Jack Eichel qui va probablement remporter la Coupe cette année. D'ailleurs, avant Connor McDavid, qui est le premier choix. Donc, ça, c'est ce que je ne pensais pas. Je ne pensais jamais que ça allait arriver. Puis Mitch Marner, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui évolue avec Toronto. Donc, je pense je vais aller avec 2015. Marc-Antoine? Ben là, je suis en train de regarder vite, puis en 9e ronde, parce que ça, c'est une autre affaire, il y a 2 rondes de plus, il y a 5 gars de 450 matchs en 9e ronde. C'est sûr que c'est 2003, ça se compare même pas. Là. Écoute, il y a combien de gars de 1000 matchs? Il y en a genre 40. Ah, c'est fou. Ça n'a même pas rapport. Là. Écoute, en 7e ronde de ce draft-là, t'as Joe Pavelski qui a 1250 matchs pour 1001 points. Et ça, c'est juste en saison. Je veux dire, pour moi, ça se compare même pas. Écoute, la ligne... Imagine, on enlève le draft de 2003, puis 2003, fait que mettons jusqu'en 2023, fait que 20 ans. Imagine, on enlève ces joueurs-là. Écoute, le produit est tellement dilué, ça n'aurait même pas rapport. Je veux dire, l'identité de mon hockey que j'ai écouté quand j'étais enfant, c'était ça. Je pense que 3 de mes joueurs préférés datent du draft de 2003. Là, fait que, non, pour moi, ça ne se compare pas. 2003, c'est mon coup de cœur. Quoi. Et là? Je ne sais plus quelle couleur qui est quoi, mais ce qui est intéressant, en 2015, tu as les meilleurs joueurs. Tu as McDavid, tu as Eichel, tu as Marner. Tu as des joueurs. En 2003 aussi, tu avais des joueurs excellents, là, mais je pense que quand tu as McDavid dans un repêchage, c'est différent. Mais en 2003, tu as la profondeur aussi. C'est ça qui est intéressant. Tu as Lee Stempniak en 5e ronde avec 900 games ou plus. Tu as Joe Pavelski en 7e. Tu as Carl Brodziak qui a joué quasiment 1000 games. Tu as Byfuglien en 8e ronde. La 8e ronde, c'est autre chose. Là. Mais c'est intéressant la profondeur en 2003. 2015, le top 10, ils ont déjà tous dépassé le cap des 400 matchs, sauf Dylan Strome. Donc, pour vrai, c'est difficile à définir c'est quoi un excellent repêchage, mais je pense que les deux se comparent tout à fait. Puis, j'ai l'impression qu'en bout de ligne, là, dans 10 ans ou plus, tu as Kaprizov aussi qui est repêché en 5e ronde dans ce repêchage-là. Puis, tu as une couple d'autres gars aussi, des gars de profondeur. Tu as Gavrikov en 6e ronde, Mangiapane. Je pense que dans les prochaines années, on va voir du développement de ces statistiques-là vont augmenter sans cesse. Puis j'ai l'impression qu'on va dépasser peut-être le repêchage de 2003, oui.
Je suis content qu'on arrive à moi et que c'est égal, que 2 de chaque côté. Mais je vais y aller avec Val aussi. Je pense que 2015 éventuellement va être mieux. C'est très, très serré. Puis même au niveau de la profondeur, je pense qu'éventuellement, le repêchage de 2015 va rattraper celui de 2003. Mais je pense que le gros facteur, vous en parliez, mais McDavid, dans ce repêchage-là, il y avait énormément de joueurs élites qui vont, comme je disais tantôt, faire le temple de la renommée dans celui de 2003. On n'avait peut-être pas ce choix-là, comme exemple le Crosby qui est arrivé 1 an ou 2 plus tard, Ovechkin qui est arrivé plus tard. Avoir eu ce joueur-là de plus, là, j'aurais peut-être opté pour 2003, mais j'ai l'impression que c'est un petit facteur qui fait en sorte que 2015 risque d'être plus intéressant. Encore là, je pense qu'aussi, il y a peut-être le facteur qu'on identifie beaucoup des vedettes aujourd'hui. Un ou 2 joueurs précis par formation. Puis la plupart des formations actuelles, c'est ces joueurs-là du repêchage de 2015, ce qui fait en sorte que ça a l'air encore plus gros. Mais il y a des joueurs qui auront, dans ceux que j'ai nommés tantôt, qui n'auront peut-être jamais la carrière ou le palmarès au terme de leur carrière que ce que ceux de 2003 ont eu. Mais on en entend beaucoup plus parler parce qu'évidemment, on a une ère où les réseaux sociaux prennent plus de place et où le côté marketing des joueurs a aussi évolué depuis ce temps-là. Troisième affirmation, on va revenir avec le Canadien. Les Canadiens doivent tenter de s'avancer dans le top 4 en vue du prochain repêchage. Pierre-Carl? Je vais dire rouge. Je pense que, tu sais, au 5e rang, il y a une belle profondeur. En fait, le top 5 est très bon. Puis là, ça va être à savoir si les Sharks vont chercher Matvei Michkov ou pas. Mais, sinon, ça va être un Will Smith ou Leo Carlson peut-être. Mais, on va avoir des options pour le Canadien au 5e rang. Puis ça va être un excellent joueur qui va évoluer dans la Ligue nationale dans le futur. Donc, on n'a pas besoin de perdre des acquis qu'on a pour s'avancer de 1 ou 2 rangs. Là. Pour l'espace, mettons, à part Connor Bedard, là, les autres joueurs, oui, il y a Fantilli qui risque d'être bon aussi, mais sinon, pour attaquer avancer de 1, 2, 3 rangs, aussi bien rester 5e pour moi. Marc-Antoine? Ben moi, je le ferais sur le plancher de repêchage quand tu vois les pics descendre. Parce que moi, pour Will Smith, je donnerais pas tout. Mais si Carlson, pour une raison inexpliquée, descend 4, là, écoute, je les donne toutes. Là. Les Hudson, je donne Mailloux, je donne choix de première, je les donne toutes. Let's go. Fait que ça dépend, ça serait vraiment sur le plancher. Mais si tu me dis, là, à l'heure où on se parle, pour montrer en 4e position, il n'y a personne Ou dans le top 4, tu peux aller plus haut aussi. Dans le top 4, mais qui le ferait? Ça, c'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'il y a grande équipe qui le ferait. Parce que pour Will Smith, c'est que je ne pense pas que le Canadien irait pour Michkov, puis semblerait-il que San Jose, ce serait plus Will Smith. Donc, il y a un vrai top 5, puis si le Canadien s'auto-exclut du 5e, qui serait Michkov, la débarque, je veux dire, la marche est immense, selon moi. Entre Leonard et les Smith, Carlson, Fantilli, Michkov et Bedard, pour moi, la marche, elle est immense. Donc, c'est sûr que tu veux donner un peu plus, mais après ça, ils vont te négocier quoi? T'sais? On a quelques intouchables à Montréal, selon moi. Là. Probablement Caulfield, Suzuki, Dak, Goulet. Ça ressemble, je pense, ça ressemble pas mal à ça. Mm-hmm. Après ça, qu'est-ce qu'ils voudraient? Moi, le reste, j'y tiens pas plus qu'il faut. Fait que je le ferais probablement. Après ça, si tu me dis, je sais pas, moi, Hudson et Barron pour monter d'un rang, là, tu te dis, ben, c'est même pas en passant, c'est même pas sûr que Will Smith va avoir une grande carrière. Ça se peut que ça soit un gars de 56 points par année qui n'est pas super bon défensivement puis qu'on le met à l'aile. Il y en a plein de joueurs vedettes qu'on aime puis qu'on pensait qu'elle allait avoir des grandes carrières au centre qui sont allés à l'aile. Tu sais, je peux en nommer 1000. Ben, on peut le voir avec les différents quiz que Julien nous a fait faire dans les dernières semaines. Il y en a des joueurs top 5 qui ont été des flops au final. Là. C'est ça. Fait que j'ai pas de valeur assez sûre pour ça. Mais par contre, moi, Carlson, je vois pas comment ce gars. Écoute, si, mettons, il sort, à moins d'avoir un truc du genre truc criminel ou en lien avec des problèmes. Mais si vraiment le joueur de hockey tel qu'il est, tu vas avoir, dans le pire des cas, le meilleur allié droit de deuxième trio d'une équipe championne. Là. Je veux dire, c'est ça le pire scénario pour un gars comme Carlson. Là. Je veux dire, c'est un joueur extraordinaire. Là. Il est vraiment... Il est extraordinaire. Éloi? Je vais aller avec rouge. J'ai à peu près autant confiance dans le repêchage que dans la météo. C'est-à-dire, c'est pas tant élevé ma confiance. Donc, entre 4e et 5e choix, je pense pas qu'il y a une si grosse différence. Tu as une liste, si tu dis que vraiment le top 4, là, ils sont
90 overall, mettons, que si je compare à NHL, puis le 5e, il est 73. C'est sûr que c'est différent, mais je pense pas que les différences de talent sont assez grandes pour justifier de sacrifier 1 ou 2 espoirs juste pour monter d'un rang. Là. Je pense que dans le passé, ça s'est déjà vu peut-être pour le premier choix overall dans certains sports, mais je vois pas vraiment l'utilité pour les Canadiens de faire ça en ce moment. Je vais aller un peu comme Marc-Antoine, je vais aller vers tout dépendant de ce qui se passe au repêchage et je pense également justement que si, exemple, le 4e choix et Will Smith, c'est moins intéressant. Par contre, si, exemple, une équipe comme Columbus, comme ça, aurait peut-être de l'intérêt pour un Smith, décide de le repêcher, ben, ça change un peu la donne aussi du top 5 ou à moins que simplement des entrevues soient moins bien passées pour certains joueurs qui soudainement reculent, ben, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Et encore là, ça dépend évidemment de ce que l'autre équipe demande pour te faire avancer d'un rang. Donc, c'est tout dépendant en fonction de la situation, mais je pense que ça pourrait être quand même intéressant, sachant que l'équipe veut gagner assez rapidement. Mais j'ai l'impression qu'on a peut-être besoin de ce joueur-là, ce joueur d'importance-là qui va te permettre de franchir une autre étape. Donc, si on est en mesure d'échanger quelques éléments sans trop toucher à ton noyau pour pouvoir avoir ce peut-être joueur d'impact-là, ben, il faut que tu prennes la chance, au moins d'écouter pour toute offre possible. Dernier point, en fait, du vert et rouge. Passons au dans mon équipe de cette semaine. On reste avec les défenseurs, encore une fois, cette semaine. Je vous présente tous les deux. Donc, on compare Jacob Chychrun et Noah Dobson. Donc, 25 et 23 ans, évidemment, encore beaucoup de hockey à jouer de leur côté. Les deux ne sont même pas rendus à leur pic de leur carrière. Bon, quand on regarde côté statistique, évidemment, un peu plus de points et un peu plus de matchs pour Chychrun. Niveau du différentiel, évidemment, quand tu joues en Arizona, ça ne t'avantage pas. Donc, ça explique un peu le moins 39, mais tout de même, intéressant de noter que l'an dernier, quand il a fait le saut avec les Sénateurs, après ça, si je ne me trompe pas, il est dans le positif également. Donc, c'est vraiment au niveau de la formation qu'il y avait peut-être un bémol. Et en séries éliminatoires, ben, les deux joueurs n'ont pas nécessairement joué énormément de rencontres, un peu plus tout de même pour Dobson dans les 2-3 dernières années. Mais ce n'est pas des statistiques non plus impressionnantes ou qui ressortent du lot. Et on a vu Dobson, c'est surtout cette année qu'il y a eu un certain... qui a éclos offensivement, donc tout de même au tout début de sa carrière également. Donc, Marc-Antoine, je vais commencer avec toi. Qui choisis-tu entre les deux? Ben, il y a beaucoup de... Tu sais, avec Chychrun, je me rappelle, je pense que c'était Stéphane Leroux qui avait dit qu'après le tournoi championnat mondial U20, Chychrun était le seul à ne pas vouloir parler aux médias. Il a été changé une fois. Il fait la baboune quand même un peu. C'est un joueur, selon moi, qui était un talent à l'époque, là, à ce moment-là, un top 10, puis il est sorti 16. Il y a comme beaucoup d'affaires comme ça que tu fais. Je vais essayer puis il a été blessé aussi une couple de fois. Tu sais, tout ça, si on le met de côté, je prends Chychrun. Mais probablement qu'avec toute l'information que tu as à l'interne, c'est quasiment mieux avec un Dobson parce que j'ai l'impression qu'il est plus structuré dans sa zone, déjà en partant. Meilleur défensivement, je le trouve très mobile, je trouve qu'il a un bon lancer. Moi, je prendrais Chychrun si on laisse tout ça de côté, mais en même temps, tu essaies toujours d'éviter les red flags. Puis je pense que Noah Dobson va être un bon défenseur top 4 dans la Ligue nationale qui va jouer probablement plus que 400-500 matchs, selon moi. Là. Fait que je ne sais pas combien il va en jouer, peut-être 700-800, mais j'aime mieux Chychrun, mais malheureusement, je pense qu'il y a trop de red flags du côté de Chychrun. Éloi? Jacob Chychrun, une légende du podcast SLB. Je vais quand même y aller avec Noah Dobson parce que Dobson, 23 ans seulement, beaucoup de potentiel offensif. Excellent, mais il y a un petit peu de difficulté avec les batailles, notamment 1 contre 1, tout ça. Là, ils ont mis avec Romanov cette saison. Selon moi, ça va juste s'améliorer. Tu sais, à 23, tu es encore loin de ton prime. Dans les prochaines saisons, d'après moi, on va le voir marquer encore plus de points, être encore plus utile pour les Islanders. Puis Jacob Chychrun, c'est un excellent défenseur aussi, mais je pense qu'il est un petit peu surévalué parce qu'en Arizona, on se dit des fois, il est dans le négatif, mais c'est pas grave parce que c'est l'Arizona, puis il n'est pas avec des bons coéquipiers, puis tout ça, mais à Ottawa, il a joué juste une douzaine de games, là, il m'a pas beaucoup impressionné quand même. Peut-être qu'il va avoir un bounce back, exemple, mais je pense qu'il est peut-être un petit peu surévalué. Puis Noah Dobson, lui, sa courbe d'apprentissage continue. J'ai l'impression que ça va être un excellent défenseur là, dans les prochaines années. Pierre-Carl? C'est deux bons défenseurs, mais je pense qu'il y a une plus grande courbe de progression pour Noah Dobson. Surtout présentement avec la Islanders, ça va très bien. Ces 2 dernières saisons, ça va de mieux en mieux. Aussi, côté production, là, ça se maintient. Donc, ça s'améliore, en fait. Puis, il est très défensivement, en fait, il est très efficace. Donc, je pense que j'irai avec Noah Dobson. Je pense qu'à long terme, il va pouvoir être plus important pour son équipe que Jacob Chychrun, quoique Chychrun, je l'aime aussi, mais j'ai hâte de voir à long terme avec les Sénateurs qu'est-ce qu'il va faire. Tu sais, c'est sûr qu'on le voit un peu moins avec Arizona, qui avait toujours une moins bonne équipe.
Mais Noah Dobson dans une belle structure aussi d'équipe. Donc, je vais y aller avec lui. Je pense que je vais y aller de mon côté avec Chychrun. J'ai l'impression que le changement d'air, justement, à Ottawa, va quand même lui être très bénéfique. Il avait l'air heureux quand même au moment de la transaction. On le sait, l'an dernier, ça faisait quand même longtemps qu'il souhaitait quitter l'Arizona. Mais, tu sais, bon, son grand-père habite dans la région d'Ottawa. On semblait être heureux là-bas, au cœur d'un beau noyau de jeunes. Et peut être justement une solution en défensive pour les Sénateurs. Là, on se retrouve quand même avec Sanderson, Chabot et Chychrun au sein de la brigade défensive. Ça commence à devenir intéressant. Donc, j'ai l'impression qu'il va pouvoir en donner encore plus qu'au cours des dernières années. J'adore aussi Thompson, mais j'ai l'impression que justement, il va peut-être être un joueur qu'on va moins voir, qui va être un peu moins flashy, va très bien faire tout ce qu'il faut. Mais on va moins en entendre parler. J'ai l'impression que Chychrun va vraiment pouvoir prendre une coche du côté d'Ottawa. Il reste encore à voir justement s'il va prolonger aussi, parce que je pense qu'il reste 1 an ou 2 ans à son contrat. Donc, doit encore prolonger également de ce côté-là. Mais tout de même, j'ai l'impression que ça peut être l'une des solutions, autant pour lui que pour l'équipe, de se retrouver dans cette organisation-là.